Mr. Speaker, and still I rise to note that tonight I have called for the impeachment of Donald John Trump, President of the United States of America. He is an abuser of presidential power. He has called for the execution of members of the House of Representatives, of this very House. He has demeaned members of the judiciary. He has conducted himself in office such that persons are now threatening members of the judiciary, threatening members of the House of Representatives, threatening members of the Senate. Donald John Trump, by his... What purpose does this gentleman from Texas seek recognition? Ce n'est pas toujours le contenu du vote qui détermine son importance, mais ce qu'il révèle sur les limites actuelles du système. Le 14 décembre 2025, lors d'une séance plénière de la Chambre des représentants des États-Unis, le député démocrate Al Green, du Texas, a interrompu la routine législative par un discours qui s'est rapidement transformé en un tournant dans le débat institutionnel sur les limites de la présidence de Donald Trump. Au cours d'une session qui devait suivre la procédure habituelle, Green a présenté une nouvelle résolution de destitution contre le président, le décrivant comme une menace permanente pour la démocratie américaine et demandant sa destitution immédiate. Ce geste, bien que techniquement bloqué par une majorité républicaine, au moyen d'une motion de tabling, a déclenché une réponse qui a transcendé la portée immédiate de la proposition. 140 parlementaires démocrates ont voté en faveur de la poursuite de la procédure, marquant ainsi ce moment comme étant plus qu'une initiative isolée. Il s'agissait d'une manifestation formelle et significative du mécontentement croissant à l'égard du comportement présidentiel. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité au résultat immédiat du vote. Ce qui est ressorti de la tribune cet après-midi-là, c'est une tentative délibérée de réorganiser le centre de gravité du débat politique, en déplaçant l'attention de la gestion quotidienne vers une discussion sur la nature et les limites du pouvoir présidentiel, dans le contexte historique actuel. La déclaration d'Al Green combinait des éléments juridiques, des dénonciations publiques et des références à des épisodes récents qui, selon le député, constituaient un modèle de gouvernance préoccupant. Dans son discours, il a directement associé la figure du président à des pratiques qu'il a qualifiées de néfastes, systématiques et incompatibles avec les principes constitutionnels. Parmi les épisodes cités figuraient les publications de Trump sur la plateforme Truth Social, dans lesquelles, selon Green, le président adressait des menaces voilées aux membres démocrates du Congrès et à leurs familles. Le député a également dénoncé les actions militaires menées par Trump contre des cibles iraniennes sans l'autorisation du Congrès, souleva des questions sur la légalité des opérations, à la lumière du War Powers Act. En outre, Green a mentionné les retards et les incertitudes concernant la divulgation des documents liés à Jeffrey Epstein, soulignant que l'administration résistait à l'application d'une loi sur la transparence, sanctionnée par le président lui-même. Ces références, ajoutées à la mention des défaites judiciaires, des enquêtes en cours et des épisodes d'obstruction institutionnelle, ont constitué un cadre narratif dans lequel le président était présenté non seulement comme la cible de critiques ponctuelles, mais aussi comme l'épicentre d'un processus continu d'érosion institutionnelle. Ce qui a rendu cet épisode unique, ce n'est pas seulement le contenu du discours de Green, mais le contexte dans lequel il a été prononcé et la réaction qu'il a suscitée. Pendant le discours, les parlementaires républicains se sont mobilisés pour présenter une motion de tabling, mettant fin au débat, avant que le contenu de la résolution puisse être examiné en profondeur. La manœuvre a suivi les procédures réglementaires et a abouti, mais non sans laisser des traces importantes. 140 députés démocrates ont choisi de voter contre le classement, manifestant ainsi publiquement leur soutien à la proposition de responsabilisation. Ce nombre, bien qu'insuffisant pour renverser la décision de la majorité, a révélé une cohésion significative au sein du groupe démocrate et a mis en évidence l'existence d'une base parlementaire, disposée à soutenir, de manière formelle et ostensible, la thèse de l'inéligibilité morale et constitutionnelle du président. Cette manifestation publique, ajoutée au fait que de nombreux parlementaires favorables à la résolution représentent des circonscriptions modérées ou compétitives, a signalé un changement de position, qui ne peut être attribué uniquement à l'activisme des ailes les plus progressistes du parti. Le texte de la résolution, enregistré sous le numéro House Resolution 537, énonçait 7 chefs d'accusation distincts, parmi lesquels l'entrave à la justice, l'abus de pouvoir et la violation de dispositions constitutionnelles.
l'un des points centraux était l'accusation, selon laquelle le président avait ordonné des attaques militaires contre l'Iran sans obtenir l'autorisation préalable du Congrès, ce qui, selon Green, constituerait une violation directe du War Powers Act et de l'article 1er de la Constitution. Un autre point important était l'accusation selon laquelle Trump, en utilisant les réseaux sociaux pour attaquer ses opposants, encourageait un climat de violence politique et de délégitimation du processus démocratique. Green a fait valoir que ces actions ne pouvaient en plus être interprétées comme des dérapages communicationnels ou des stratégies rhétoriques agressives, mais plutôt comme un comportement répété et délibéré, qui mettait en danger la sécurité institutionnelle du pays. En présentant ces accusations dans un seul document, le député a proposé une lecture systémique du comportement présidentiel, s'éloignant des approches précédentes centrées sur des épisodes isolés, et proposant à la place un récit de continuité et d'aggravation. Le choix du moment pour présenter la résolution a également conféré une dimension stratégique à ce geste. Le discours de Green a été prononcé quelques jours après que l'ancien procureur spécial Jack Smith ait comparu devant le Congrès pour témoigner des résultats des enquêtes menées sous le gouvernement précédent. Dans son discours, Smith a déclaré sous serment qu'il existait des preuves solides, que le président avait participé activement à un complot visant à renverser le résultat des élections de 2020. Cette affirmation, bien qu'encore soumise à des procédures légales, a donné un nouvel élan aux accusations d'abus de pouvoir et de tentatives de subversion du processus électoral. En outre, l'approche de la date limite pour la divulgation des dossiers Epstein, avec l'incertitude quant au respect de la loi sur la transparence, a ajouté un élément d'urgence et d'attente à l'environnement politique. En associant sa résolution à ces événements, Green a cherché à renforcer la légitimité de sa proposition, la présentant non pas comme un acte partisan, mais comme une réponse législative à une accumulation documentée de pratiques institutionnelles discutables. Un autre élément qui a accru l'importance de cet épisode est la trajectoire politique d'Al Green lui-même, connu pour son action persistante en faveur des mécanismes de responsabilisation présidentielle. Green avait déjà présenté des articles de mise en accusation à plusieurs reprises, y compris avant les scandales ukrainiens et l'invasion du Capitole le 6 janvier. Son action, initialement considérée comme marginale par les dirigeants démocrates, a été progressivement réévaluée à mesure que les scandales impliquant Trump s'accumulaient. Le fait que 140 de ses collègues aient décidé de suivre sa dernière proposition témoigne non seulement de la gravité des accusations, mais aussi de l'évolution du débat interne au sein du Parti démocrate, sur la manière de traiter la figure du président dans son nouveau mandat. La convergence entre l'expérience, le discours et le soutien législatif a donné à l'intervention de Green un poids qui a dépassé le cadre de la session et a été traité comme un événement de référence, dans la couverture médiatique et les analyses institutionnelles qui ont suivi. Les réactions en dehors de l'hémicycle ont également contribué à consolider l'idée que cet épisode représentait plus qu'un simple différend de routine. La presse, les milieux universitaires et certains secteurs de la société civile ont rapidement commencé à discuter, non seulement du contenu de la résolution, mais aussi de ce qu'elle révélait sur l'état des institutions américaines. Les commentaires sur les réseaux sociaux, les éditoriaux dans les grands journaux et les déclarations publiques de juristes ont suggéré que, même si elle avait été rejetée sur le plan réglementaire, l'initiative de Green avait réussi à replacer la question de la responsabilité présidentielle au centre du débat public. Les analystes ont souligné qu'en forçant la Chambre à se prononcer officiellement sur le bien-fondé de la proposition, même de manière indirecte, Green avait créé un nouveau jalon institutionnel, l'existence documentée d'un nombre significatif de parlementaires, prêts à soutenir, sur la base de preuves publiques, la thèse selon laquelle le président devrait être destitué. Selon certains juristes, cette documentation pourrait à l'avenir servir de base à des actions en justice, des interprétations juridiques et des analyses historiques. La réponse du président lui-même a également renforcé l'impression que le geste de Green avait provoqué un malaise au sein du pouvoir exécutif. Dans des publications ultérieures sur Truth Social, Trump a qualifié la proposition de désespoir des perdants et a accusé les démocrates d'essayer de détourner l'attention des problèmes économiques et sociaux du pays. Dans le même temps, les alliés du président à la Chambre des représentants ont accéléré l'examen des projets de loi considérés comme prioritaires, dans le but de montrer que tout était normal et de réaffirmer leur contrôle politique sur l'agenda législatif.
Cependant, le volume et la fréquence des réactions présidentielles ont été interprétés par les observateurs comme des signes que l'impact de la résolution avait dépassé les attentes initiales. L'insistance du président à répondre publiquement au geste de Greene, même après le classement de la proposition, a montré que l'administration était consciente du potentiel déstabilisateur d'un discours, articulant plusieurs épisodes, dans une accusation continue d'abus de pouvoir. Au niveau partisan, cet épisode a également déclenché des mouvements importants. Les dirigeants démocrates, qui avaient auparavant évité de soutenir ouvertement les initiatives de destitution, ont commencé à inclure dans leur discours public des références plus virulentes à la nécessité de responsabiliser le président. Parallèlement, des secteurs républicains modérés ont exprimé leur malaise face à la stratégie de tabling systématique, soulignant que le refus de débattre du bien fondé des accusations pouvait être interprété comme de la complicité ou de la négligence. Ces réactions, même si elles ne constituèrent pas des ruptures d'offres formelles, ont signalé que l'épisode avait produit des répercussions internes, susceptibles d'influencer la dynamique politique dans les mois à venir. Dans un contexte marqué par l'anticipation des élections législatives de mi-mandat, le repositionnement stratégique des acteurs clés a commencé à être observé avec plus d'attention par les analystes et les observateurs institutionnels. Si vous suivez avec intérêt les développements politiques aux États-Unis et cherchez à comprendre les enjeux de chaque décision, inscrivez-vous pour continuer à recevoir des analyses fondées, contextualisées et responsables. L'épisode qui s'est produit lors de la séance plénière de la Chambre des représentants le 14 décembre n'est pas un cas isolé et ne peut être compris uniquement à partir de sa dimension ponctuelle. Pour en mesurer correctement la portée réelle, il était nécessaire de replacer l'initiative d'Al Green dans un contexte institutionnel plus large, marqué par des accumulations législatives, des affrontements judiciaires, des précédents constitutionnels et des reconfigurations stratégiques au sein des principales forces politiques du pays. La résolution présentée par Green est en lien direct avec un ensemble de facteurs qui, bien que d'origine différente, ont convergé vers un même point de tension, le rôle du président dans le système de frein et contrepoids, et la capacité des institutions à réagir, documenter et poursuivre les comportements qui échappent aux limites traditionnelles de la responsabilité politique. C'est dans ce contexte que l'on comprend le geste de Green, pas comme un acte isolé, mais comme s'inscrivant dans une dynamique plus complexe, dans laquelle différents acteurs et dispositifs opèrent simultanément sur le même axe d'instabilité. L'un des éléments centraux pour comprendre cette convergence est la réintroduction par Green de fondements juridiques, qui avaient été mobilisés à des moments antérieurs de l'histoire institutionnelle américaine, mais qui avaient rarement été articulés de manière cumulative. La mention explicite du War Powers Act, par exemple, relance le débat sur l'autorité constitutionnelle du Congrès pour autoriser ou restreindre les actions militaires entreprises par l'exécutif. Depuis sa promulgation en 1973, ce dispositif a fait l'objet de controverses interprétatives, en particulier lorsque les présidents décident d'agir de manière unilatérale, sous prétexte d'urgence ou de légitime défense. Dans le cas de Trump, les attaques contre des cibles iraniennes sans consultation préalable du pouvoir législatif ont ravivé les questions sur la légalité et la légitimité de ce type de décision. En incluant cet épisode dans sa résolution, Green a inséré le débat dans un cadre institutionnel plus large, cherchant à inverser une tendance à relativiser le rôle du Congrès en matière de guerre et de sécurité internationale. Ce faisant, il a clairement signalé son intention de réinstaurer l'interprétation du pouvoir de guerre et de soumettre à nouveau le président à la surveillance du Parlement. Un autre élément qui a contribué à renforcer le caractère institutionnel de la résolution a été la référence à la réticence de la Maison-Blanche à divulguer les dossiers liés à Jeffrey Epstein, comme le prévoit une loi sur la transparence promulguée par le président lui-même. Ce point, à première vue secondaire, a des implications importantes pour le fonctionnement de l'état de droit, car il remet en question la volonté de l'exécutif de se conformer à des normes qu'il a lui-même formellement reconnues. En retardant ou en rendant difficile l'accès aux documents, le gouvernement alimente non seulement les spéculations sur d'éventuelles tentatives de protection institutionnelle, mais remet également en cause l'autorité légale du Congrès à contrôler le respect des lois. La mention de cette affaire dans la résolution de destitution ne se résume donc pas à une dénonciation de l'opacité administrative, mais souligne une préoccupation plus large concernant le respect des obligations légales et du principe de séparation des pouvoirs.
ce type de lien entre des comportements spécifiques et les principes structurants de la Constitution renforce la gravité du diagnostic posé par Green et élargit la portée de la légitimité de sa proposition. L'articulation entre le discours parlementaire et les éléments du système judiciaire a également joué un rôle fondamental dans la configuration de cet épisode comme point d'inflexion. Quelques jours après le discours de Green, l'ancien procureur spécial Jack Smith s'était présenté devant le Congrès pour présenter sous serment ses conclusions sur la tentative de renversement du résultat électoral de 2020. Son discours, marqué par une précision technique et un soutien empirique, a indiqué qu'il y avait suffisamment de preuves pour soutenir la thèse selon laquelle le président avait participé activement à un effort coordonné pour subvertir le processus démocratique. Le fait que ces déclarations ont été faites par une autorité reconnue pour son action devant les tribunaux internationaux et son indépendance professionnelle a ajouté un degré de gravité sans précédent à l'ensemble des accusations portées contre Trump. La résolution de Green, présentée dans la foulée, a été interprétée comme une tentative de traduire institutionnellement, sur le plan législatif, les preuves émergeant du plan judiciaire. Cette synchronisation entre des sphères qui opèrent traditionnellement dans des registres distincts, le politique et le juridique, révèle un chevauchement progressif des mécanismes de contrôle et signale une volonté plus affirmée du pouvoir législatif d'agir face à ce qui n'est plus interprété comme une controverse politique, mais comme une violation potentielle de la légalité constitutionnelle. Un autre aspect important pour la compréhension de cet épisode est la composition du vote qui a accompagné la résolution. Comme mentionné précédemment, 140 députés démocrates ont choisi de rejeter la motion de classement et ont ainsi manifesté leur soutien à la poursuite de la proposition. Ce nombre représente une majorité substantielle du groupe démocrate et comprend des parlementaires de différentes tendances idéologiques, depuis des figures liées au camp progressiste jusqu'à des représentants modérés de circonscriptions compétitives. L'ampleur de ce soutien suggère que la volonté de responsabiliser le président ne se limite pas à des niches partisanes spécifiques, mais reflète une lecture institutionnelle plus diffuse et transversale. En choisissant d'associer leur nom à une résolution qui présente de multiples accusations contre le président, ces parlementaires ont pris un risque politique qui ne peut être sous-estimé, en particulier dans un contexte électoral marqué par la volatilité et la polarisation. Ce geste collectif crée à son tour un nouveau cadre d'interprétation des événements récents, ce qui pouvait auparavant être considéré comme des manifestations isolées de critiques, est désormais traité comme faisant partie d'un processus coordonné de construction, d'un historique de responsabilisation institutionnelle, susceptible d'évoluer à mesure que de nouvelles preuves et de nouveaux faits s'accumulent. L'historique d'Al Green, en tant qu'auteur de résolutions de destitution, joue également un rôle important dans la configuration de cette convergence. Depuis 2017, le député présente des propositions de destitution présidentielle, sur la base de différents motifs, ce qui l'a initialement positionné comme une voix isolée au sein de son parti. Cependant, à mesure que les scandales impliquant Trump se multipliaient, son action a été réévaluée par les dirigeants démocrates. Le fait qu'il ait réussi à mobiliser le soutien officiel de 140 collègues pour la résolution de décembre 2025 indique un changement d'échelle dans son influence au sein du parti et une validation rétrospective de ses initiatives précédentes. Cette trajectoire, marquée par la persévérance et la cohérence thématique, confère une légitimité supplémentaire à son action actuelle et aide à expliquer pourquoi sa dernière proposition a réussi à attirer l'attention et le soutien, même dans un environnement parlementaire hostile. Green n'est plus seulement un critique isolé, mais est désormais considéré comme un articulateur de réponses institutionnelles à des comportements présidentiels qui, selon une partie importante du Congrès, défient les fondements constitutionnels. Il convient également de noter que la résolution présentée par Green ne se limite pas à dénoncer des violations spécifiques, mais cherche à dresser un tableau complet et interconnecté des irrégularités. Cette démarche a des implications importantes, car elle vise à inverser une tendance récente du débat public, à traiter les crises de manière fragmentée, ce qui rend difficile l'identification de schémas systémiques, en proposant une lecture intégrée des attaques sur les réseaux sociaux, des actions militaires non autorisées, de la résistance à la transparence et des défaites judiciaires accumulées. Green a fourni une clé de lecture qui permet de comprendre ces événements, non pas comme des exceptions ou des déviations ponctuelles, mais comme les symptômes d'une logique de gouvernance,
en désaccord avec les principes de l'ordre constitutionnel. Cette approche, à la fois politique et juridique, contribue à redéfinir les termes du débat sur la destitution, le déplaçant du terrain de la convenance partisane vers celui de l'intégrité institutionnelle. La réponse du pouvoir législatif à ce nouveau cadre interprétatif est donc un indicateur important du degré de cohésion des institutions face aux défis persistants de l'état de droit. Au niveau des partis, cet épisode s'inscrit également dans le cadre de mouvements plus larges, de repositionnement stratégique, les dirigeants démocrates, qui avaient auparavant adopté des positions prudentes à l'égard de la possibilité d'une destitution, se sont montrés plus réceptifs aux propositions de responsabilisation. Ce changement ne s'est pas produit soudainement, mais résulte d'un processus graduel d'accumulation d'épisodes et de pression interne de la base du parti. En permettant à une partie importante de leur groupe parlementaire de se prononcer en faveur de la résolution de Greene, même dans la perspective d'une défaite procédurale, les dirigeants démocrates ont signalé qu'ils étaient prêts à réévaluer leur stratégie institutionnelle face au comportement du président. Cette réévaluation, à son tour, peut influencer l'agenda législatif, la formulation des priorités électorales et la coordination avec d'autres acteurs institutionnels, y compris le système judiciaire et les organes de contrôle. La convergence entre ces dimensions confère à cet épisode une signification qui dépasse sa matérialité immédiate et projette ses effets au-delà du cycle législatif actuel. Si ce type d'analyse vous aide à comprendre les enjeux du scénario institutionnel américain, pensez à vous abonner. La chaîne existe pour suivre, connecter et clarifier, sans raccourci ni militantisme. Alors que les retombées de la résolution présentée par Al Green continuent de se faire sentir dans les coulisses du pouvoir législatif, il apparaît clairement que l'impact de son initiative dépasse les limites du résultat immédiat du vote. Ce qui s'installe à un niveau plus profond, c'est un débat continu sur la signification de la responsabilité présidentielle et le rôle des institutions représentatives en période d'instabilité prolongée. Chaque nouvelle tentative formelle de responsabilisation, même lorsqu'elle est rejetée dans les procédures internes, augmente la densité historique des archives documentaires du Congrès, rendant impossible d'ignorer l'accumulation de signaux émis par des segments importants du système politique. Cette succession de gestes, apparemment symboliques, commence à esquisser un récit alternatif à celui imposé par le rapport de force du moment, jetant les bases de futures réinterprétations, tant sur le plan législatif que juridique. Au cœur des discussions parlementaires, l'idée que la résistance d'une partie de la majorité républicaine ne se traduit pas par une légitimité morale incontestable, mais plutôt par le maintien d'un bouclier stratégique qui pourrait s'effondrer avec l'usure progressive des institutions, gagne du terrain. Certains membres du Congrès qui ont choisi de ne pas soutenir officiellement la résolution de Greene ont indiqué, dans des déclarations réservées à la presse, que le climat politique les empêchait de prendre des décisions publiques contraires à l'exécutif, même s'ils reconnaissaient la gravité des comportements examinés. Ce type de position révèle la complexité des pressions auxquelles sont confrontés les législateurs, partagés entre les impératifs électoraux à court terme et les engagements constitutionnels à long terme. L'existence de cette dissonance entre les convictions privées et les actions publiques renforce l'argument selon lequel des initiatives telles que celle de Greene ne sont pas vaines, car elles forcent la révélation, même partielle, des contradictions internes du système. Du point de vue de la culture politique, cet épisode suscite également des réflexions sur le degré de tolérance institutionnelle face à la répétition de pratiques qui, dans d'autres contextes historiques, auraient suscité des réactions plus vives. Les observateurs universitaires spécialisés dans l'histoire constitutionnelle ont souligné le contraste entre la situation actuelle et les épisodes antérieurs où le Congrès a agi de manière plus proactive pour défendre les limites du pouvoir exécutif. La comparaison avec des périodes de crise, telles que le scandale du Watergate ou l'affaire Iran-Contra, est souvent évoquée pour s'interroger sur la mesure dans laquelle la normalisation de l'instabilité n'a pas corrompu les mécanismes de contention politique. Pour ces analystes, la différence cruciale ne réside pas seulement dans la nature des accusations, mais dans la volonté institutionnelle de les traiter avec le sérieux nécessaire. Selon eux, la répétition des omissions face à des alertes répétées compromet non seulement l'efficacité du système, mais aussi sa légitimité symbolique auprès de la population. Cette perspective commence également à trouver un écho dans certains secteurs du pouvoir judiciaire, qui voient d'un œil inquiet l'hésitation du pouvoir législatif exercer pleinement son rôle de contrôle, même s'il ne s'exprime
pas publiquement de manière explicite, le malaise face à la paralysie institutionnelle, face aux preuves accumulées, est croissant parmi les juges et les procureurs, qui suivent attentivement l'évolution de la situation. Dans des interviews récentes, certains magistrats à la retraite ont évoqué la possibilité que l'omission actuelle fasse l'objet d'une révision critique à l'avenir, lorsque la situation permettra une évaluation plus distanciée des faits. Cette anticipation d'un jugement historique ultérieur ajoute une pression morale supplémentaire aux représentants actuels, qui savent que leurs décisions d'aujourd'hui pourraient être réinterprétées comme de la complicité ou du courage, selon l'issue du processus politique en cours. Dans le même temps, le milieu politique comprend de plus en plus que l'insistance d'Al Green à déposer de nouvelles résolutions, même face à la prévisibilité de ses défaites, constitue une stratégie délibérée, de construction d'une résistance institutionnelle. Le membre du Congrès a réitéré, dans des interviews et des déclarations, que son objectif n'est pas seulement de destituer le président en exercice, mais d'empêcher que l'histoire n'enregistre un silence complice face à des comportements qui remettent en cause les fondements de la République. Dans cette optique, son action est comparée à celle de figures historiques qui, même isolées à leur époque, ont contribué à maintenir le débat public et à préserver des documents essentiels pour les transformations futures. En se posant en gardien de la mémoire institutionnelle, Green occupe une place symbolique extrêmement importante, même s'il ne bénéficie pas d'un soutien majoritaire immédiat. De leur côté, les stratèges politiques des deux partis analysent avec prudence les effets à long terme de cette agitation constante, autour de la responsabilité présidentielle. Du côté républicain, on craint que l'accumulation de résolutions et de plaintes finisse par nuire à l'image du président, auprès des électeurs modérés, en particulier dans les États décisifs pour l'élection. C'est pourquoi une partie de la stratégie a consisté à minimiser la portée symbolique des propositions de destitution, en les qualifiant de manœuvres théâtrales sans fondement juridique. Cependant, à mesure que les enquêtes parallèles s'étendent, notamment avec l'implication de procureurs étatiques et fédéraux, il devient de plus en plus difficile de maintenir le discours de banalisation. La ligne ténue entre minimiser le problème et l'ignorer complètement pourrait devenir intenable à mesure que de nouvelles preuves sont présentées. Chez les démocrates, le dilemme est autre. Le parti hésite entre investir dans le renforcement du discours sur l'intégrité institutionnelle ou concentrer ses efforts sur des thèmes qui touchent plus directement le quotidien de l'électorat. L'insistance de Green met en évidence cette tension, obligeant le parti à se positionner constamment entre la stratégie de confrontation symbolique et la construction de ponts politiques plus larges. L'évaluation dominante est que l'équilibre entre ces deux pôles sera déterminant pour les performances électorales du parti, s'il parvient à communiquer à la société que sa défense de la Constitution n'est pas un artifice rhétorique, mais une manifestation concrète de son engagement en faveur de la démocratie. Il pourra en tirer d'importants dividendes électoraux. Dans le cas contraire, le risque est que son discours soit perçu comme éloigné des priorités populaires. Dans ce contexte, un aspect central devient celui de la légitimité narrative. La bataille ne se déroule pas seulement dans le domaine des lois et des votes, mais surtout dans la manière dont les événements sont interprétés et enregistrés par la société. En ce sens, la résolution de Green remplit également une fonction pédagogique. Elle oblige les parlementaires à justifier publiquement leur position, à expliciter leurs choix et à répondre à un électorat de plus en plus attentif aux signes d'omission institutionnelle. La politique, dans son sens le plus profond, cesse d'être un simple jeu de force au sein des cabinets et devient un exercice constant de reddition de comptes. L'insistance à maintenir la question de la responsabilité présidentielle au centre du débat national n'est pas seulement un pari sur le processus, mais une affirmation des principes qui délimitent les contours du pouvoir dans une démocratie mature. Enfin, les analystes des médias indépendants sont de plus en plus nombreux à estimer que le geste d'Al Green pourrait, avec le temps, acquérir une importance comparable à celle d'autres moments historiques où le pouvoir législatif a hésité, mais où une voix solitaire a insisté pour documenter la crise. La valeur de ces initiatives ne se mesure pas seulement à leur capacité à produire des effets immédiats, mais aussi à leur fonction de préservation de la mémoire du conflit institutionnel en cours. L'histoire américaine regorge d'épisodes dans lesquels des actions initialement isolées ont été reconnues, des décennies plus tard, comme fondamentales pour la reconstruction de l'intégrité démocratique. Ce que Green semble comprendre, c'est que face à l'érosion continue des normes, le silence est aussi une forme de décision,
et son refus de rester silencieux est en soi un acte politique, au potentiel transformateur.